Si on regarde l'aspect plus gaz de schiste, donc des puits les plus récents, ici on a toujours entre Québec et puis Trois-Rivières ici, on peut voir une zone qui est à l'intérieur là, de la limite rouge. C'est la zone du gaz de schiste et on peut voir que là où nous sommes, on est en plein milieu de la zone. Et autour, il y a des puits de gaz de schiste. Certains ont été fracturés, d'autres non. Donc, c'est juste pour avoir une vue un peu plus large de la chose. Et quand on regarde pourquoi s'intéressent les gazières, c'est que nous sommes dans une zone qu'on appelle le corridor 2, où le shale de l'Utica, il est à une profondeur d'un peu plus d'1 kilomètre et jusqu'à 2,5 km. Donc, il n'est pas comme sur la rive nord, il n'est pas trop près de la surface du sol, il est plus en profondeur. Et si on regarde maintenant son épaisseur, c'est ce qu'on voit ici, eh bien, il y a une moyenne dans ce corridor qu'on appelle le deuxième corridor, une épaisseur de 200 mètres. Et les compagnies, on le sait parce qu'aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils font de la fracturation, il faut un minimum de 100 mètres pour que la compagnie s'intéresse à la couche de roche. Donc nous, le shale d'Utica, qui est la roche qui contient quand même la plus forte teneur en matériel d'hydrocarbures, eh bien, oui, c'est bon, ça passe la route. D'ailleurs, il y a eu une étude, la Commission géologique du Canada, en 2000, ça date de 2014, ils ont regardé tous les puits d'hydrocarbures qui ont été forés, ils ont eu des analyses de toutes sortes, et ils ont établi une carte qui indique les endroits où on retrouve le plus de gaz. Bon, la carte ici, on a Montréal, Trois-Rivières, Québec, et nous sommes ici. Puis selon la couleur, on peut savoir si ça contient beaucoup de gaz par kilomètre carré ou par hectare, ou moins de gaz. Donc, si est en bleu, ça contient moins de gaz, et plus on se rapproche des couleurs chaudes, plus ça contient du gaz. Et là où nous sommes, ça correspond à peu près à 30, ils appellent ça BCF par section. BCF, c'est des milliards de pieds cubes, donc 30 milliards de pieds cubes par 1000 carrés. Ça, on peut mettre ça en kilomètres carrés, etc., faire les calculs. Donc, j'ai fait des calculs et je suis arrivé avec une quantité de 30 milliards de pieds cubes par kilomètre carré, avec un taux de récupération de 20 et bien Sainte-Sophie aurait sous ses pieds 500 milliards de pieds cubes de gaz. Comme on sait que 1000 pieds cubes vaut 3 $ sur le marché à New York, bien, ça nous fait 1500 millions de dollars de gaz naturel sous nos pieds. Et comme vous êtes seulement 700 personnes, je disais tout à l'heure, bien, ça vous fait à peu près 2 millions chacun. Sauf que, là, le monsieur voilà pour entendre ça, peut-être qu'il aurait été heureux, mais le sous-sol ne nous appartient pas, ne vous appartient pas. Vous avez juste quelques mètres de terrain en surface, là, mais dès qu'on creuse, ça appartient à l'État. Depuis les années 60 et bien avant. Oui, il y a une question. Là, ces coûts-là, est-ce que c'est juste avec les coûts de permis d'exploitation et tous les coûts fixes? Ou... Non. Ben ça c'est ce qu'on pourrait retirer de la ressource. La diapo qui suit, c'est combien ça coûte à l'entreprise. C'est ça que je voulais savoir. Donc, l'entreprise, elle pourrait mettre, parce que les plateformes qu'ils vont faire au Québec, ça tient sur 5 km². Donc, d'après la superficie de votre municipalité, on pourrait installer 14 plateformes à 8 puits. Parce que les plateformes, on va le voir un peu plus loin, on peut forer plusieurs puits sur une même plateforme. Et comme ça coûte plusieurs millions pour le forage, plusieurs millions pour la fracturation, puis il faut relier les puits par des gazoducs, il faut purifier quand même le gaz naturel un tant soit peu, ça coûte environ 16 millions de dollars par puits. Et si on multiplie 16 millions par 8 puits par 14 plateformes, on arrive à 1,8 milliard de dollars, ce qui fait que c'est pas rentable économiquement de venir forer ici. Présentement, parce que si le prix sur le marché du gaz doublait, eh bien là, oui, ça serait rentable. Et là, je vais vous présenter le prix du gaz en 2008. À ce moment-là, la compagnie Kester et Vitalisman forait ici parce que le prix du gaz il était entre 5 et 10 $ le millier de pieds cubes, alors que maintenant, là, il stagne là, entre 2 et 3.
Mais s'ils revenaient à l'époque de 2008, ben checkez vos cartes, là, parce que là, ils vont dire c'est intéressant de revenir. Excuse, est-ce que c'est si ou quand? Ben, quand on ne le sait pas, là, le prix sur le marché au niveau mondial peut dépendre de plusieurs choses. Mais juste pour vous indiquer, tantôt je vous ai dit qu'à Sainte-Sophie, il n'y avait pas de puits. En fait, il a failli en avoir un au coin du 7e rang et du rang Sainte-Agathe. Donc, là où le 7e rang devient le rang 8e, le 8e rang. Donc ici, il y a une zone qui a été déboisée, qui correspond à peu de choses près à 1 hectare, et puis qui aurait pu, en tout cas, il s'en est fallu peut-être de peu, qui est forage et fracturation. Le puits aurait porté le numéro 264. Donc, Sainte-Sophie se trouve dans une zone qui est ciblée par l'industrie, c'est ce qu'il faut se rappeler. Maintenant, si on regarde du côté minier, là je vous ai parlé gaz, pétrole, charbon, côté minier, ici c'est juste pour faire apparaître des zones où on retrouve des plis puis des failles géologiques, comme la faille d'Aston, la faille de Logan ici. Et là, on voit apparaître aussi des zones en bleu. Là, on est dans une zone en bleu, ça veut dire qu'il y a un haut risque de tremblement de terre. Il faut quand même le savoir. Et on peut voir que sur cette carte-ci, on voit toujours la municipalité, le cœur villageois de Sainte-Sophie de l'Évrard. Et on voit que c'est une zone en verte qui signifie que les compagnies minières ne peuvent pas détenir des claims miniers, parce que c'est une zone qui a été reconnue incompatible avec le développement minier, et la MRC a fait en sorte que ces zones-là, évidemment, il y a eu aussi Mme Ouellette à l'époque qui a réformé quand même la loi sur les mines, et elle a permis qu'il y ait des zones incompatibles. Donc, on a les zones des noyaux villageois, et on a aussi la ligne ici hydroélectrique Hertel des Cantons, là, qui est représentée ici en rouge, là. Et on a d'autres zones ailleurs où il y a des réserves écologiques, etc. Donc, on peut voir que du côté minier, bien ici, il y a des tourbières, c'est peut-être moins important pour Sainte-Sophie. On peut voir par contre qu'il y a des claims miniers qui ont été demandés à Manceau, près d'une tourbière. Donc, pourquoi? Il faudrait se renseigner un jour. Mais à Sainte-Sophie, présentement, il n'y a pas de risque et il y a une certaine partie du territoire de Sainte-Sophie qui est soustraite du domaine minier, ce qui n'est pas le cas des hydrocarbures. Les puits d'eau maintenant, eh bien, il y a à peu près 80 puits d'eau potable ici dans la localité, et puis on peut voir que vous êtes dans un bassin versant de la rivière aux Orignaux. Il y a la rivière du Chêne ici, puis il y a d'autres rivières, évidemment. Là. On peut voir que là où nous sommes, tout est drainé puis se retrouve au fleuve à cet endroit-là. Donc, il faut quand même se rendre compte de ce qui se passe. S'il y a un dégât quelque part, que ce soit au niveau des nappes phréatiques ou des eaux souterraines, ça suit les bassins versants et ça risque de se retrouver au fleuve. Ah, une autre carte importante ici, c'est la carte des risques pour la contamination de vos nappes d'eau, de vos puits d'eau. C'est une carte qu'on appelle avec un indice drastique, c'est un indice de vulnérabilité. Plus il est élevé, donc plus il est rouge, plus c'est à risque. Autrement dit, c'est un peu comme nous à Trois-Rivières, c'est à risque aussi parce qu'on a du sable, ça passe au travers, ça affecte nos nappes d'eau tout de suite. Donc, là où nous sommes, c'est l'étoile en noir, c'est des zones où c'est à risque. Peut-être pas le pire endroit au Québec, là, mais c'est à risque. Donc, il faut surveiller vos puits. Sur cette carte-là, on voit l'ensemble des puits de Sainte-Sophie. Ben, l'ensemble, c'est ceux qui sont répertoriés par le ministère de l'Environnement. Il y en a peut-être plus que ça, mais là, il y en a à peu près 90 sur la carte. Et l'eau souterraine l'eau que vous prélevez à la municipalité, elle est surtout souterraine à une hauteur de 97%, et il y a 3,9% qui correspond à l'eau de surface. Je ne sais pas s'il y a un petit lac ou quelque chose dans les alentours, là. Mais vous êtes quand même une municipalité qui consomme beaucoup moins d'eau que d'autres aux alentours. Et ce qu'on peut noter, c'est que vous avez un aqueduc municipal qui distribue de l'eau à 420 personnes. Et compte tenu du nombre de personnes par maison, eh bien, on peut dire qu'il devrait y avoir 160 puits d'eau potable ici à
Sainte-Sophie. Mais comme je vous dis, le ministère ne les a pas tous relevés. Il faudrait vraiment que le gouvernement, que la municipalité sache exactement où sont tous les puits d'eau potable. Parce que la protection de l'eau, c'est important. Ici, on voit David Hurtel, en 2014, il a édicté un règlement qui dit qu'on ne peut pas fracturer un puits de gaz ou de pétrole à moins de 400 mètres sous l'aquifère. Sous l'aquifère, c'est là où on retrouve l'eau potable. Donc, lui, il a décidé que 400 mètres, c'était la zone de protection. Une zone tampon. C'est quoi l'aquifère? L'aquifère, c'est la nappe phréatique. C'est là où on retrouve notre eau potable. Là, c'est représenté ici comme un truc bleu, là. Mais évidemment, c'est poreux, c'est dans le sable, c'est dans le sol, et puis on fait des puits, puis l'eau remonte en surface. Donc, dans les dessins des compagnies, on a notre puits vertical, ensuite on a notre puits horizontal, on fracture la roche, et tout ça, ça passe à 4 km de distance de la nappe d'eau. Donc évidemment, la compagnie dit toujours, ça c'est des couches imperméables de roche, la fracturation ne peut pas atteindre des kilomètres, donc vous êtes protégé. C'est ce que les compagnies disent. D'ailleurs, c'est Total qui a fait ce schéma-là. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des fractures naturelles. Il y a des puits qui sont fracturés à moins d'1 kilomètre. Au Québec, il y en a eu plusieurs. Donc, la protection, elle est insuffisante selon nous. Il faudrait qu'elle soit portée au moins à 2 kilomètres. Mais bon. La protection horizontale, c'est à quelle distance qu'on peut mettre un puits de gaz si, mettons, on a un puits d'eau potable. Donc, là, il y a le même règlement qui dit qu'on ne peut pas réaliser un forage à moins de 500 mètres d'un site de prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Donc, pour ce qui est des animaux, par contre, pas de problème. Donc, ils font une distinction entre l'eau potable pour nous et l'eau potable des animaux. Et la distance est 500 mètres. 500 mètres, là, je vais vous présenter une carte pour Manceau. Mais on peut faire le même exercice pour Sainte-Sophie, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. On a une carte ici, on a 1 km, c'est ça ici, le petit trait rouge. Et puis on a nos puits d'eau potable. Et là, on va utiliser le règlement de Hurtel qui dit qu'à 500 mètres d'un puits d'eau potable, on ne peut pas forer un puits de gaz ou de pétrole. Donc, on pourrait mettre des petits ronds partout, là, et puis on pourrait voir qu'on ne peut pas forer là, mais on peut forer à côté. Et c'est pour ça que dans la prochaine diapo, ça c'est, comme je vous dis, pour forer, on a besoin d'1 hectare, 100 mètres par 100 mètres. Eh bien, il y a des petits pads ici qui pourraient se faire, des plateformes, un peu partout. J'aurais pu en faire autant, beaucoup, là, mais comme je vous dis, on en a besoin d'environ une quinzaine par municipalité si on veut faire de l'exploitation sérieuse. Donc, on a nos pads ici. Sauf que les pads, ça draine dans le sous-sol un grand territoire. Donc, avec 1 hectare, on peut drainer 5 km², et donc on peut drainer sous les puits d'eau potable. Oui. Ah oui. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et on pourrait drainer, soit si on met 4 puits ou 8 puits, évidemment, ce n'est pas la même distance. On pourrait drainer dans une direction ou dans l'autre. Et ça, cette information-là, la municipalité ne l'a pas, le propriétaire ne l'a pas, et les scientifiques ne l'ont pas non plus. Parce que c'est du domaine privé et on n'a pas accès à ces informations-là. On ne sait pas quelles sont les directions des drains horizontaux. Ah oui. Alors non. Donc, là, ici, on a un rayon de 2 km. Ça, c'est ce que les scientifiques recommandent. C'est au moins 2 km. Donc, si on a 2 km, évidemment, ça restreint le territoire. Ça laisse beaucoup moins d'espace pour mettre des plateformes. Il pourrait toujours en avoir une, comme ici. Mais encore là, c'est parce que, justement, on considère seulement la distance entre la plateforme et puis un puits d'eau potable, sans tenir compte des segments horizontaux. Donc, je vais passer là-dessus, mais juste pour vous compreniez encore bien le problème. Et ça, c'est une caricature qui est parue dans l'œil régional et qu'on voit un peu partout. C'est que ce règlement-là, ben ici, on a quelqu'un qui est en train d'utiliser de l'eau pour son jardin, mais il y a un puits qui va à l'horizontale. Ils ont fracturé, la nappe phréatique est possiblement contaminée.
Et puis, ils sont à plus d'1 kilomètre du puits. Donc, respecte la loi. Mais, même si la loi est respectée, il y a un problème à venir. Des fois, ça peut être plus ou moins rapide. Ça peut prendre quelques années, ça peut prendre quelques décennies. Mais il faut avoir des marges sécuritaires. Des marges sécuritaires. Parce que il faut se rendre compte de la fracturation ici dans la région de Bécancour et de Lobinière. Elle est déjà là naturellement. Votre sous-sol, il est tout plein de micro-fissures et qui fait qu'en sorte que depuis les années 80 déjà, les compagnies voulaient forer à l'horizontale, là-dedans, pour récupérer le gaz ou le pétrole s'il y avait du pétrole. Donc, c'est une vieille idée. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2013, à cause encore là de la pression citoyenne, il y a eu des scientifiques, des hydrogéologues qui se sont dit « Ouais, mais qu'est-ce qui se passerait si vraiment on faisait de la fracturation dans la région de Bécancour et de Lobinière? » Et là, ils ont dit « Ben, ça produit des fissures dans la roche-mère, des cracks se produisent aussi naturellement, ce qui augmente les risques de contamination des nappes phréatiques. Et déjà, les résultats font état de petites zones à risque, etc. dans la région de Bécancour. » C'est parce que si c'est déjà fragile, qu'on fracture, on ne peut pas savoir exactement jusqu'où la fracture provoquée va cheminer dans le sous-sol rocheux. Donc, là, les gens vont dire, ben oui, mais on va faire de la microsismique, des études microsismiques pour essayer de les déterminer. Sauf que si on les détermine, le mal sera déjà fait. On va savoir que le matériel ou que le méthane ou que les produits chimiques sont arrivés à tel endroit, mais on ne peut pas rien y changer. Et moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est qu'au fur et à mesure que les méthodes d'imagerie se raffinent, on se rend compte que les fractures qui ont été provoquées par la fracturation sont plus grandes. Autrement dit, au début, c'était quelques centaines de mètres. Là, c'est rendu 1 kilomètre. Donc, quand les compagnies nous disent « Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de risque », mais là, surtout ici dans la région, moi, je ferai en sorte d'être plus prudent que pas assez. Donc, les plans d'industrie, c'est d'aller forer dans la zone qui est ici en bleu. Et là, ils ont établi, enfin, ça a été fait de concert avec le ministère du Développement durable, une série de plateformes. Ici, on est là, nous autres. Donc, on est, comme je vous dis, en pleine zone de l'Utica, et puis on est dans la zone qui est ciblée par l'industrie, et puis là, on imagine que tout le sous-sol est fracturé là, partout. Partout. Mais là, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas d'allure. On dit, écoute, il y a des fermes, on ne peut pas forer partout, puis il va y avoir de la résistance à certains endroits. Fait qu'ils ont établi quelques paramètres, et ils se sont dit qu'il y aurait à peu près 50% du territoire qui serait drainé par les activités de facturation des compagnies gazières. Donc, ce qui est en blanc, c'est là où il y aurait des plateformes. Ce qui est en rouge, ben, ça serait difficile. Comme vous pouvez vous en douter, plus vous vous rapprochez du fleuve, parce qu'il y a des sites patrimoniaux, parce qu'il y a des sites industriels comme ici, avec en cours. Donc, évidemment, il y a des zones où ce ne serait pas possible de mettre des plateformes pour aller fracturer. Mais il y a plein de zones où ce serait le cas. Donc, ils ont estimé, grosso modo, qu'on pourrait exploiter 50% du sous-sol entre, comme je vous l'indique, entre Nicolet et Saint-Antoine-de-Tilly. Parce que les sections horizontales, là, faut s'imaginer qu'on a une petite plateforme ici avec 4 puits d'un bord, 4 puits de l'autre. Ça va dans 2 directions opposées et ça va sur des kilomètres. Donc, ça passe en dessous de nos terrains. Donc, même s'il y a un propriétaire qui a pris une entente avec une gazière, ou qu'une gazière a acheté un lot, ou a loué un lot, peu importe, ou alors c'est l'État qui l'a cédé à la gazière, et on se retrouve dans une situation où on pourrait avoir des sections de puits qui vont d'une municipalité à l'autre, ou sous votre terrain. Donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître les coordonnées du puits en profondeur. C'est où qui va le puits? Va-tu vers le nord, va-tu vers le sud? Et avant le forage, pas 20 ans après. Oui, il y a une question? Oui, leurs technologies sont assez avancées pour savoir exactement la direction. Oui, tout à fait. Ils peuvent aller à quelques mètres près, évidemment. Là, Et ça, c'est un tuyau en métal? Ou?
Non, c'est des sections d'acier, le puits lui-même, là, qui, ça fonctionne de la manière suivante, c'est qu'à chaque, mettons, à chaque 20 mètres, ce sont des sections de tuyaux de 20 mètres qui coupent ensemble, puis au fur et à mesure qu'ils creusent, bien, ils en rajoutent une partie de tuyau, ce qui fait qu'ils peuvent atteindre des grandes profondeurs. Et là, il y a du forage directionnel pour aller dans différentes directions. Ils peuvent avoir, là ici c'est représenté bien schématique avec des sections horizontales, mais ils peuvent contrôler l'inclinaison de la section horizontale ici. Mais autour du tuyau en question, là, Oui. ça vient, ils peuvent fracturer quelle dimension? Ils fracturent sur l'équivalent d'environ 100 mètres, ils disent en tout cas, 100 mètres de part et d'autre dans certaines directions, des directions étoilées. Ce qui fait Autour du tuyau. autour du tuyau, autour des sections qui fracturent. Une section de fracture. Et là, ils ne fracturent pas tous en même temps. Ça, c'est ce qu'on voit à la fin. Là. On voit qu'il y a des zones. Là. Ça peut être ici 10 étapes de fracturation. En général, c'est une étape à tous les 150 mètres. Donc, on peut voir à peu près des étapes de fracturation où là, ils ont mis comme un blocage pour mettre toute l'énergie dans cette section-là pour briser la roche. Ensuite, ils ont fait une autre fracturation un peu plus loin, etc. Et quand ils ont terminé, bien, ça ressemble à ça. Et entre les drains horizontaux, les puits horizontaux, bien, il y a peut-être une petite section où tout n'a pas été fracturé, mais encore là, ils essaient de s'organiser pour aller chercher le maximum de ressources. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils réussissent à aller chercher environ 20% du gaz. Ils annoncent 40%, là, mais il n'y a pas vraiment de preuve de ça. Puis 40%, c'est peut-être dans le meilleur des cas. Fait que, tantôt, le nombre il est encore réduit, là. Pardon? Le gros nombre de montants d'argent est encore divisé beaucoup. Non. OK, c'était en considérant qu'il y avait juste... Je l'avais considéré 20%. OK. Donc, ici, ce qui peut arriver aussi, c'est que si on a deux couches de shale, OK. on a le shale de Nicolet et on a le shale d'Utica, il pourrait arriver qu'il y ait des puits horizontaux à différentes profondeurs dans la roche, ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des plateformes avec 8 puits, mais plusieurs branches horizontales par puits. C'est possible. Comme il pourrait avoir 16 puits dans la plateforme aussi. Ouf. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec des volumes de roc fracturés. Ici, on a les puits là, qui sont représentés par des petites lignes noires. On a nos pads, et puis on a nos gazoducs, etc. Et, vu du ciel, ça ressemble à ça. On a nos endroits où on a fracturé. Et puis, on voit qu'il y a des gazoducs qui serpentent entre les plateformes. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise en Pennsylvanie, mais ça va être la même chose ici, il n'y a pas de miracle. Et il y a des activités également en surface. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut, une fois que le gaz est produit, ben, il faut enlever l'eau, etc. Et il faut ensuite comprimer le gaz pour l'amener dans le réseau de gaz métro. Au Dakota du Nord, je vais aller vraiment rapidement, juste pour vous signaler que j'ai été avec Google Earth. Il y a moyen d'avoir, ou même avec Google Plan, là, vous pouvez avoir la vue satellitaire d'une région du monde. Et puis moi, j'ai pris celle-là, Dakota du Nord. Puis, il y a moyen aussi de reculer dans le temps. Fait qu'on peut accéder jusqu'à des photos de l'an 2000 jusqu'à 2017. Là, j'ai pris une photo en 2009, puis j'avais ça. En 2016, on voit apparaître des plateformes, évidemment, mais ça ne donne pas une juste idée de ce qui se passe. Ce qui se passe, à la même échelle, c'est ça. Vous voyez tous les drains, tout le sous-sol qui est fracturé en dessous de la rivière Missouri, etc. là? C'est ça qu'on ne voit pas. Ouais. Et c'est ça qu'il faudrait. Et c'est ça qu'il faudrait que ce soit vos conseillers municipaux ou que les députés, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Que quand il y a une exploitation quelque part sur la planète, que ce soit en Alberta, en Colombie-Britannique, aux États-Unis ou ailleurs, c'est ça qui arrive. Il n'arrive pas autre chose que ça. On ne va pas forer un puits par-ci par-là, puis s'arrêter en cours de route. S'ils sont arrêtés ici au Québec, c'est parce qu'il y a eu des groupes citoyens qui les ont arrêtés, et c'est parce qu'il y a eu aussi le prix du gaz qui s'est mis à descendre. Donc, le même site que j'avais pris tout à l'heure, là, un peu au hasard, j'ai fait un zoom et
à la date où la photo satellitaire a été prise, 28 septembre 2016, on voit là qu'ils sont en train de fracturer 4 de ces puits-là. Donc il y en a ici d'autres avec les chevalets, parce que dans le Dakota du Nord, c'est du pétrole, c'est pas du gaz. Donc il y a des chevalets pour pomper le pétrole. Et puis on voit ici les camions pour les produits chimiques, les camions pompes, etc. Et parfois il arrive des accidents. Et là, c'est un accident malheureux qui s'est produit en Louisiane. C'est qu'il y avait les eaux de reflux. Parce que dans le puits, quand on fort, on met de l'eau. Bien, il y en a une quantité qui ressort. Puis il y a de l'eau aussi dans le sous-sol rocheux. Donc il y a de l'eau qui ressort. Cette eau-là contient beaucoup de produits chimiques. Et ça fait en sorte qu'à un moment donné, là, il y avait eu un accident. Il y avait eu une vanne qui a été ouverte malencontreusement pendant peut-être quelques minutes. Mais c'était suffisant pour que les vaches qui étaient là, il y avait peut-être une vingtaine de vaches, ils ont bu du liquide à même la pelouse, et puis 1 heure après, ils étaient morts. Fait que quand on nous dit qu'on peut boire ça, que c'est pas toxique, là, C'est pas toxique. moi, en tout cas, je serais encore là, vaut mieux être plus précautionneux que pas assez. Le Québec a déjà fait sa part, ça c'est le puits de Gentilly, on voit qu'il y a déjà eu de la fracturation. En hiver comme en été, ça c'est à Saint-David-sur-Richelieu. J'essaie d'avancer. Gentil, il est proche du fleuve, là, lui. Là. Hein? Il est proche du fleuve. À Saint-David-sur-Richelieu, non, ils sont en Alors, Gentil, Ah, Gentilly, non, ils sont à peut-être 3-4 km. ouais. Mais ils sont en forêt, si on regarde ceux qui sont à Leclercville et à Saint-Édouard, ils étaient comme cachés en forêt, et les gens ne sont pas trop aperçus de ce qui se passait. Mais on voit ici les bassins, il y a un bassin pour l'eau qu'on met dans le puits, ça c'est l'eau qu'on récupère. Et à certains moments, les puits débordaient, il fallait évacuer les eaux se sont retrouvées un peu partout, ça a été Nicolet, ça a été Drummondville, ça a été Trois-Rivières, ensuite ça a été Huntingdon, puis là non plus, à un moment donné, le ministère a dit non, ça ne marche pas, ils les ont envoyés en Ontario, là c'est rendu qu'aux États-Unis, il n'y a plus aucune municipalité qui a le droit de traiter ces eaux usées des gazières, parce que ça contient trop d'additifs chimiques, c'est trop salé, c'est parfois radioactif, donc c'est une cochonnerie que c'est pas facile de se débarrasser. Mais qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Là, Ben, il y a vraiment des centaines de produits chimiques. Mettons, pour un puits donné, tu peux avoir 30 à 40 additifs, et dans ces additifs-là, c'est des mélanges qui peuvent contenir 2-3 ingrédients, donc on arrive tout de suite à une centaine minimum. Mais le pire dans tout ça, c'est que les recettes ne sont pas connues des gazières. Eux, ils savent qu'ils prennent 10 litres de ci, 20 litres de ça, mais la composition de chacun de ces barils-là n'est pas connue. ouais. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça vient de Chine, ça vient d'Inde, ça vient d'ailleurs. Tout ce que la compagnie regarde, c'est ça fait-tu la job, ça fait pas la job. Oui, j'ai mon gaz ou j'ai mon pétrole, donc ça fait la job, donc je garde cette recette-là ou je l'adapte selon le sous-sol que j'ai. Mais ils ne sont pas intéressés à savoir exactement tous les produits chimiques qu'il y a là-dedans. Là. On n'est pas dans un laboratoire là, en train de faire de la biophysique ou de la biochimie. Là. On est bien loin de ça. Fait que même les compagnies, si on leur demandait la liste de leurs produits, ils ne le savent pas. Ils savent qu'ils ont utilisé du FR2, du C4, etc. Mais quand tu consultes les fiches des fabricants, les chimistes ne sont pas plus avancés. Ils peuvent savoir un peu de quoi il en retourne, mais pas complètement. Et parfois, ils ne le savent pas du tout. Les Parce que chimistes, ils n'ont pas accès. Les chimistes, le ministère de l'Environnement, ils n'ont pas accès à ces millions-là. Là. Premièrement, ils ont très peu de chimistes et ils ont très peu de moyens. Mais deuxièmement, c'est qu'avant de doser, de connaître la composition d'un produit, il faut que tu saches ce que tu cherches. Ben ouais. Si on veut doser un amine, on dose un amine. Si on veut doser, je ne sais pas, moi, un médicament, ben, la chlorpromazine, ben, on dose la chlorpromazine. Mais dans ce cas-là, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et d'autant plus que quand on envoie ça dans le sous-sol à 2 km de profondeur, où il peut faire 100 degrés Celsius, où la pression est plusieurs fois la pression atmosphérique, parce qu'au fur et à mesure qu'on renfonce dans le sous-sol, il y a de plus en plus de pression. C'est comme quand on plonge dans une piscine, ben là, on plonge dans la roche encore pire.
eh bien là, il y a des réactions chimiques qui se passent. Ben oui. Puis même les meilleurs chimistes sur la planète ne sont pas capables de savoir qu'est-ce qui va ressortir du puits. Ça a bien été dit lors d'une étude au moins, l'étude environnementale stratégique. Il y a eu un chimiste de Sherbrooke qui a dit ça, à peu près comme je viens de vous le dire. Évidemment, ça n'a pas fait la une des journaux, puis ça n'a pas été repris par personne, mais c'est quand même la réalité. 5 minutes, Marc? Oui, on va aller un peu plus à la loi.